Le monde s'est édoublé, ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Et j'ai plongé brûlant mes doigts dans l'océan. Bienvenue dans le podcast Le Jardin. Vous venez juste d'entendre 3 courts extraits de chansons de Clara Isé, autrice, compositrice et interprète. Mais c'est la poétesse qui avait l'honneur de la librairie Ici, librairie indépendante à Paris 2e arrondissement sur les grands boulevards. Les libraires, Élodie et Anne-Laure, la recevaient à l'occasion de la parution de son nouveau recueil de poésie, Des lances entre les phalanges, aux éditions Segers. C'est Mérope qui pose les questions et anime la rencontre. Je vous laisse tout de suite en leur excellente compagnie et vous dis à bientôt. Vous êtes musicienne, mais aussi autrice et poétesse. L'écriture fait partie de votre vie dès votre plus jeune âge. Donc on aimerait bien que vous me parliez un peu de ces rapports que vous avez à l'écriture. Et puis aussi, parce qu'on peut très bien écrire dans notre coin, mais cette envie de publier. J'écris des poèmes depuis que je suis petite, comme pas mal de gens, je crois. Et en fait, j'ai mis longtemps à... Je pense que le premier objet que j'ai sorti, finalement, c'était un roman. Puis ensuite, c'était mon premier album. Et je pense que pour moi, la poésie, elle est du côté de la musique, plus que du côté de la littérature. C'est un sentiment intime, mais c'est comme ça que je le vis depuis toujours. Et je pense que du coup, c'est pas anodin que j'ai dû en passer par la musique avant d'assumer quelque part de publier la poésie nue, quoi. Et je crois qu'il y a quand même une vraie distinction pour moi entre l'écriture de chansons et l'écriture de poèmes, dans le sens où je crois que quand j'écris des chansons, j'essaye en tout cas qu'il y ait un vrai dialogue entre la musique et la parole, et j'ai l'impression qu'une chanson que je trouve vraiment aboutie, c'est quand d'un coup il y a de la place qui est laissée dans l'écriture pour la musique, et il y a de la place qui est laissée dans la musique pour que s'engouffre la parole, et que c'est dans ces deux espaces vides qu'il y a une alchimie qui peut se créer, et qu'il y a vraiment l'objet chanson qui naît, pour moi en tout cas. Alors que j'ai l'impression que la poésie, là où elle est intéressante, à mon sens, là où elle est aussi angoissante parfois, c'est que c'est vraiment un dialogue avec le vide, avec le silence. Et je crois que oui, c'est un geste qui m'accompagnait depuis enfant. Et en fait, c'est à travers une personne qui est très importante pour moi, qui s'appelle Mélissa Fulpin, qui est la personne avec qui j'ai vraiment commencé dans la musique. C'est la première personne à qui j'ai envoyé mon premier EP, qui est à la fois, qui a plein de casquettes, qui est manageuse, éditrice de musique, attachée de presse. Et on a vraiment construit au début notre trajectoire, la trajectoire en tout cas de ma musique ensemble. Et c'était vraiment une personne à qui j'envoyais souvent les poèmes que j'écrivais parce qu'elle adore la poésie. Et du coup, et c'est elle un jour qui m'a dit mais pourquoi t'en fais pas un objet ? Enfin, ça t'habite tellement depuis toujours. Et je disais mais c'est... En fait, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu les publies pas parce que en fait, il n'y a pas à les publier et que c'est un geste quotidien pour toi qui te fait du bien, mais qui n'a pas vocation forcément à être partagé. Et je me suis dit non. En fait, j'ai réalisé que en tout cas, que la raison pour laquelle je ne publiais pas, c'est parce que j'avais très peur, parce que c'était peut-être les textes et peut-être l'objet le plus cru d'une certaine manière, dans le sens où les poèmes, c'est des poèmes qui me viennent un peu à tous les moments de la journée, et c'est des textes que j'essaye de très peu retravailler. Je les retravaille un peu, je retire des choses, mais j'essaye de très peu réécrire, parce que je trouve intéressant de garder une forme de souffle qu'il y a dans l'écriture du poème, et aussi une forme de non-maîtrise, j'allais dire, que je trouve aussi très intéressante dans une langue qui nous traverse, et quelque part qui a à la fois affaire à nous et aussi n'a pas affaire à nous. Je voulais vous demander, je vous ai posé la question pour la publication, parce que écrire donc la musique poétique, vos chansons, et mettre les poèmes sur le papier, ça devient quelque chose de visuel, on dirait même une petite peinture quelque part quand on met les mots sur le papier. Et vous rajoutez même la couleur, donc vous avez ajouté du rouge et du blanc.
Donc c'est pour ça à la base que je pensais à ça, à la publication, oui, comme objet à partager, mais aussi que ça devient quelque chose de visuel, une petite peinture, quelque chose, un objet art plastique, on dirait. Donc on voit dans vos poèmes, même dans votre première collection, en fait, il y a un dialogue, je dirais, magique entre les contrastes, les contraires, c'est-à-dire la lumière et la nuit, le visible et l'invisible, la magie, la matière et la non-matière. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que ces contrastes qui nous touchent énormément, c'est quelque chose de voulu ou c'est quelque chose qui vous vient comme ça naturellement ? Je crois que pour moi, l'écriture, là où je rends grâce à la poésie, et à la musique d'ailleurs, c'est peut-être l'endroit où je trouve qu'elles sont vraiment liées, c'est que pour moi, ça a affaire à l'infralangue, dans le sens où ça a affaire à ce qui précède la langue. Et je crois que ce que je trouve incroyable dans la musique, c'est qu'on touche cet infralangage, on touche cette zone où il n'y a plus de discours, il n'y a plus de... Je pense que la musique, on la reçoit parce que c'est une langue d'amour, d'une certaine manière, c'est une langue de réunion, et c'est une langue qui ne nous demande pas de nous positionner, ce qui ne veut pas dire qu'elle est apolitique. et je crois que dans la poésie, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un espace dans lequel vraiment on peut aller essayer de creuser. Je pense qu'on est constitué de contradictions, et que dans la société, on nous demande beaucoup d'effacer ces contradictions, par utilité aussi, à raison, quoi. Mais je pense que dans l'écriture poétique, il y a un espace dans lequel on peut plonger dans ces contradictions, et que du coup, quelque part, on essaye de plonger. C'est le pari un peu fou de la poésie, à mon sens, c'est qu'on utilise les mots. Et je crois que les mots, là où ils sont émouvants, c'est que c'est des échecs perpétuels. Quand on nomme des choses, on les sépare. Et quand on sépare les choses, on passe toujours à côté de ce qui est. Et je crois que la poésie, elle a cette espèce de faculté magique d'utiliser les mots pour essayer de rendre compte d'une forme de silence de l'être, quoi. Et je sais pas où je vais atterrir, mais voilà. Avec vos contradictions, vous me faites penser à des fragments d'Héraclite, donc à des présocratiques, donc l'arché, c'était le 1, et il disait bien qu'en fait, les contraires se complètent pour créer le 1. Donc cet élément, en fait, qui est l'origine du tout. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça dans votre poésie. Une poésie qui s'incarne d'une certaine manière. Il y a beaucoup de chair et d'os dans votre poésie, et ça nous frappe. Mais ça nous frappe d'une force, je dirais, d'une vérité universelle qu'on n'arrive pas à comprendre, mais on peut très bien sentir. Ça nous frappe dans nos entrailles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? Je crois que ce qui me touche dans la poésie, mais au sens large, pas seulement d'ailleurs les recueils de poésie ou les poèmes, mais par exemple, je suis allée voir Sirat, un film qui vient de sortir là, on a des conversations géniales avec plein d'amis. Il y en a qui détestent, des amis que j'adore vraiment et qui vraiment supportent pas ce film. Et moi, j'ai adoré ce film. Et bref, je pense que les objets, les poèmes, peu importe la forme que prennent ces poèmes, je pense qu'ils touchent à une forme de mystique. Mais parce que je pense qu'ils parlent de... Je pense que la poésie parle du non-être, parle de l'essence qui nous compose, quoi. Et je pense que en fait, on touche à une forme de mystique, finalement, quand on s'incarne très fort dans la chair, dans ce qui est, qu'en fait, on a accès qu'à ce qui est. Et je crois qu'en fait, peut-être, il n'y a que ce qui est, mais qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, par ailleurs, dans ce qui est en face de nous. Et voilà, je pense qu'une des choses qui fait que peut-être ma poésie, je pense qu'elle est traversée par la question du désir, par la question de la chair, par la question de l'animalité. Et je le décide pas. C'est pas je me dis pas ah là là. Enfin, je le décide pas. C'est quelque chose qui vient. Et je pense que c'est une espèce de besoin que j'ai, ou une espèce d'urgence parfois que j'ai à essayer de toucher ce qu'il y a sous la matière, quoi. Et je pense qu'on essaye de faire ça avec la musique d'une certaine manière. La musique, c'est une langue qui est invisible. Et en même temps, c'est une langue qui nous fait verser des seaux de larmes. Donc je pense qu'il y a une espèce d'association entre la matière et ce que la matière vient incarner et qu'est-ce qu'il y a dessous, qui je pense est un des éléments que je viens creuser dans le poème. Enfin, en tout cas, qui est un des éléments qui
m'habite, qui me questionne et qui peut-être existe dans ce que je fais. C'est très beau ce que vous dites. Moi, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup votre poésie et vos chansons, c'est parce que vous faites ce lien justement entre le visible et l'invisible, ces deux mondes qui coexistent, dont on ignore énormément de choses. Et vous avez une manière assez brute, on va dire, de nous mettre en contact avec des choses qui nous échappent, mais à travers l'incarnation. Est-ce que vous voulez nous lire un de vos poèmes ? Avec plaisir. C'est marrant parce que ce recueil... Donc c'est un recueil que j'ai écrit depuis 2 ans, sur la route en tournée beaucoup. Et donc au milieu, il y a un petit fascicule rouge qui sont des poèmes d'adolescence que j'ai écrits quand j'avais 18 ans. Et je trouvais ça joli de faire un aller-retour parce qu'il y a une espèce de jeu de miroir que j'aime bien. Ça raconte un peu une trajectoire d'écriture. Ça raconte aussi, je trouve, un truc assez émouvant qui est qu'on tourne toujours autour des mêmes sujets. Et c'est marrant parce que je me rends compte, on a déjà fait 2 lectures un peu avant que le recueil sorte, et je me sens très fragile quand je les lis, parce qu'ils sont vraiment, à part les poèmes d'adolescence, c'est des poèmes que j'ai écrits il y a vraiment pas longtemps. On inventera une langue sauvage, une langue exilée, une langue protégée, brûlée, éraflée, une langue désintégrée, mais pour nous, langue sauvée. Une langue asile, une langue antimissile, une langue difficile, une langue inutile, reptile, fertile, une langue en constant mouvement pour accueillir les enfants, les résistants, les torrents, les bruts diamants. Une langue pour les éléphants, une langue pour la mémoire, une langue pour les histoires, une langue pour les émotions, pour les papillons, une langue qui refuse de mentir, une langue contre les empires, une langue pour les fragiles navires, une langue pour s'écrire, une langue pour s'aimer et jamais pour se déchirer, une langue pour se retrouver, une langue pour faire l'amour et qui brille tout le jour, une langue imprenable comme les châteaux de sable, une langue inviolable car notre langue est impalpable, une langue non négociable, une langue pour la paix, une langue pour les forêts, pour les sommets, pour les excès, pour tout ce qui est vrai, une langue pour s'accueillir, une langue pour vieillir, une langue pour le désir, pour rire, pour éblouir, une langue pour soulever en moi ce qui me relie à toi, une langue pour la terre, pour les pierres, une langue pour les prières, une langue contre la guerre, 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 une langue sans patrie, une langue qui jamais ne trahit, une langue qui jamais ne maudit. Et que vive la poésie, et que vive la poésie, et que vive la poésie. Merci beaucoup. Clara Isé, votre poésie nous bouscule, nous fait vibrer. Est-ce que c'est une vraie volonté de nous faire vibrer, nous bousculer ? Non. Non, je crois que en tout cas en écrivant, que ce soit la poésie d'ailleurs ou que ce soit les chansons, j'essaye de pas tellement penser à la réception, ou j'essaye de pas tellement penser finalement à... Enfin, il y a toujours une adresse, mais je crois que j'essaye de plonger à un endroit qui est un vrai endroit de... Souvent, je viens avec... C'est pas forcément des questions formulées, mais je viens avec des zones de conflit, quoi, en moi. Et je pense que j'essaye pas de résoudre, parce que souvent, ils sont pas résolus, mais j'essaye de nommer quelque chose de ce conflit-là. Et donc, peut-être que, du coup, je me bouscule, et que c'est peut-être ça que vous ressentez aussi. Mais je cherche pas à bousculer, non. J'ai une dernière question. Est-ce que la poésie pour vous, c'est un acte de résistance aujourd'hui ou plutôt une invitation pour quelque chose ? Oui, c'est un acte de résistance, carrément. Je crois que toute forme, tentative de créer du langage, du lien et de créer de l'écoute, parce que je crois que la poésie comme la musique demande beaucoup d'écoute. Et je crois que toute tentative de générer de l'écoute est un geste politique aujourd'hui. Donc je crois que c'est engagé. Ben merci beaucoup. On va résister avec vous. Merci Je vous remercie. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un a une question ?
Moi, je voulais juste savoir, dans le processus d'écriture, vous avez fait beaucoup de rimes dans le poème que vous nous avez lu, et je voulais savoir si ça vous venait comme ça ou si vous cherchiez les mots justes. Parce que vous avez parlé du fait que vous ne voulez pas trop retravailler, et je sais que les plus grands poètes qu'on connaît, Baudelaire, Rimbaud, tout ça, ils ont beaucoup retravaillé, surtout pour les rimes, pour le rythme. Et est-ce que quand vous écrivez tout ce poème, est-ce que vous cherchez les rimes qui tombent juste avec le mot qui tombe juste, ou est-ce que ça vous vient comme ça Je dirais que ça dépend des poèmes. En l'occurrence, celui-là, il est venu comme ça. Mais je pense aussi que, par exemple, sur mes chansons, je retravaille énormément les textes. Quand j'ai écrit un roman, j'ai retravaillé comme une psychopathe le texte. Et je pense que je laisse l'espace de la poésie un peu libre de mes décisions conscientes. Et par contre, j'ai évidemment, c'est peut-être qu'un jour ça changera, et j'ai une admiration absolument sans faille pour les personnes qui retravaillent les textes jusqu'à ce que ce soit absolument à l'os. Ce que je trouve intéressant dans l'écriture, évidemment que ça dépend des poèmes, et qu'il y a des poèmes que je retravaille quand même, et que je cherche le mot qui m'échappe, et pour que ce soit vraiment le mot juste, etc. Mais globalement, je crois que dans l'écriture de la poésie, pour le moment dans ma vie, c'est un espace où je sens que c'est comme si c'est un espace qui avait aussi été nourri de quand j'écris des chansons et que je galère, de quand j'écris des romans et que je galère, que je reviens beaucoup sur le geste. Et du coup, je pense que c'est habité par ça, et que c'est... En fait, je pense que j'ai l'impression que ça vient facilement, par exemple, le texte de la langue. Et en fait, je pense qu'il a mûri en moi depuis très longtemps, mais sans que j'en ai forcément conscience, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un balancier, je dirais. Je me demandais, l'insertion de l'anglais, c'était quoi la vocation vraiment première? Parce que moi, je me demandais si c'était en lien avec le fait que tu voulais pas que ce soit vraiment compris dans un premier jet, tu vois. Et après, j'ai pensé à tes autres poèmes, je me suis dit, en vrai, ils sont assez... Enfin, par rapport au premier recueil, j'ai l'impression que je les appréhende mieux comparé au premier. Et du coup, je me demandais, pourquoi t'as dit l'anglais. C'est drôle. Je pense que t'as un peu raison, mais que c'était pas... décidé. Mais je pense d'abord que c'était des poèmes qui étaient adressés, et que c'était des poèmes adressés à une personne qui parlait en anglais. Et ensuite, je pense que j'ai toujours eu ce truc j'ai beaucoup chanté dans plein de langues différentes, et je pense qu'une des choses que j'adore là-dedans, c'est qu'on n'est pas les mêmes personnes dans les différentes langues qu'on parle. Et c'est vrai que dans la poésie, pour le moment, c'est drôle, ma deuxième langue maternelle, c'est l'espagnol, et j'arrive pas du tout à écrire de poèmes en espagnol. Je ne vais pas savoir, je sais pas pourquoi. Mais je sais que une des choses que j'aime dans le fait de switcher de langue, c'est d'explorer une autre identité, quoi, et de laisser venir une langue qui viendrait jamais comme ça en français. Par rapport à l'anglais, parce que du coup vous avez écrit des poèmes en anglais, est-ce que vous les traduisez? Est-ce que ça vous est venu comme ça en anglais, ou est-ce que vous êtes déjà auto-traduite? Ah non, ils viennent en anglais. Et ils viennent en anglais, et même je dirais que c'est ce qui m'intéresse, quoi. C'est comme c'est ce que je disais sur le truc de l'identité, mais je pense que quand ils viennent en anglais, ils viennent d'une part de moi qui n'est pas la même exactement que celle où j'écris quand je suis en français. Et c'est marrant parce qu'on retrouve beaucoup ça dans le chant, par exemple, où c'est très concret dans le chant. C'est très charnel dans le sens où quand on chante en français, par exemple, tous les mots viennent au bout de la bouche. Et si on ne fait pas attention, on a vraiment un tout petit espace vocal dans le français, parce qu'il y a un truc qui est très là. Alors que quand tu chantes en espagnol de façon complètement naturelle, tu as des zones résonatoires qui s'ouvrent parce que les voyelles sont pas placées pareil dans la bouche, que du coup en fait c'est assez concret. Et je pense qu'il y a quelque chose d'aussi assez concret dans le fait de parler différentes langues. Je pense que ça nous fait écrire pas pareil, ça nous fait penser pas pareil, je pense qu'on en a tous l'expérience d'être dans un autre pays, de parler une autre langue et de pas se reconnaître totalement, et d'adorer ça, ou pas d'ailleurs, ça dépend. Mais du coup non, ils viennent en anglais quand ils viennent en anglais. Si jamais votre recueil, vous recevez des propositions pour être traduite, par exemple en anglais, parce que l'anglais est très commun partout,
mais le français un peu moins. Donc si jamais des pays anglophones veulent avoir le recueil entièrement en anglais, est-ce que vous préféreriez les traduire vous-même ou... Ça c'est une bonne question, carrément. Enfin, je préférerais les traduire moi-même. Mais je pense que ce serait une mauvaise idée. Mais... Est-ce que vous pensez que si vous les traduisiez en anglais, du coup, est-ce que vous auriez peut-être un processus de création, de réécriture, et ça serait peut-être pas exactement fidèle au poème en français, et ça serait peut-être un poème assez différent en anglais? C'est sûr, complètement. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'est pas forcément une bonne idée que de moi les retraduire. Je pense que de par comment je suis faite, j'aurais très envie de les retraduire, moi. Mais je crois aussi qu'il y a vraiment quelque chose auquel je crois dans l'écriture. C'est que, évidemment, qu'on met tout ce qu'on peut de soi dans l'écriture, dans le sens où on essaye d'aller au bout de ce qu'on peut faire dans un geste, quoi, qui est celui de l'écriture. Mais je crois vraiment que les textes, ils nous dépassent, en tout cas quand ils sont intéressants, et qu'on est aussi habité par toutes les voix qui nous entourent. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, écrire, c'est forcément un engagement aussi, parce que il y a aussi on vit dans un monde dans lequel on a des conversations, on lit les journaux, on est ému, touché par plein, on entend des phrases, des voix, mais de façon parfois complètement inconsciente, qui s'inscrivent en nous, et on est fabriqué par ces voix-là. Et donc je pense qu'en réalité, quand un texte est intéressant, il y a très peu de Clara dans le texte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Clara, mais je pense qu'au fond, il y en a très peu. Et qu'il est traversé par quelque chose d'autre, par les voix qui nous entourent, par aussi peut-être quelque chose d'un peu plus mystérieux, qui est l'écriture. Mais du coup, je pense que d'une certaine manière, une fois qu'ils sont sortis, les textes, ils m'appartiennent pas vraiment, et que je pense que quelqu'un d'autre les traduirait sûrement beaucoup mieux que moi. De la même façon que je crois qu'il y a plein de textes ou de chansons que des personnes comprennent beaucoup mieux que moi. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.